Bon, aujourd'hui je fais cette vidéo pour papoter un petit peu. Putain, c'est encore trop rigide mes mèches. Je peux pas encore les attacher. C'est encore trop rigide. Là je voulais bien la mettre. Bon bah ça veut pas. Ça ne veut pas. Putain, j'adore. J'adore. Je suis toujours en train de lire Pointillés Norferville. J'ai eu un coup de cœur pour cette page de couverture. Et c'est vraiment une tuerie quoi. Je l'ai commencé il y a... Bon, je l'ai pas énormément, je l'ai commencé il y a 2 jours je crois. Je vais à la page 185, il est ouf, franchement je les recommande. J'adore. Et là je voulais faire une vidéo pour vraiment... Là je suis à fond travail. Et j'allais dire c'est ouf la dissociation parce qu'en fait je ressens différents trucs totalement contradictoires en même temps. Et j'ai une part qui est à fond sur la recherche de travail là. C'est fini les ESAT. Enfin c'est toujours dans un coin de ma tête. Mais là j'ai repris rendez-vous avec l'assistante sociale parce qu'elle m'avait dit de la recontacter quand j'aurai le droit aux permissions. Et vu que maintenant bah, j'ai le droit au perm, là j'ai repris rendez-vous avec elle, la vendredi. En fait on va appeler Cap Emploi. Cap Emploi en gros c'est France Travail mais pour les personnes en situation de handicap. Vu que j'ai la RQTH, en fait, si je vais à France Travail, ils vont me renvoyer vers Cap Emploi, donc autant direct aller à Cap Emploi. Donc on va prendre rendez-vous. Et après aussi, il va falloir que je m'organise avec elle pour aller au CIO de Saint-Germain. Parce qu'en fait, j'ai tellement d'idées. Alors c'est toujours les mêmes dans les mêmes secteurs. J'arrive pas vraiment à savoir ce que je voudrais faire comme métier vraiment. Il y a juste des secteurs qui ressortent et où je veux que ces secteurs-là. Mais il y a tellement de métiers. Il y a aussi des formations, mais je sais pas, c'est trop bizarre. Peut-être parce qu'en fait, ça fait 1 an que je suis en mode survie à la résidence. Et là, en fait, je fais des choses que je ne réussissais plus à faire, comme lire. À la résidence, j'y arrivais pas. Et là, je me sens être capable de faire des formations. Enfin, là, j'ai envie d'avoir un taf pour passer mon permis. En fait, c'est ça. En fait, mon projet de taf, c'est parce que derrière, il y a un autre projet, c'est de passer le permis et d'avoir ma putain de voiture. Parce que même si tu vis en banlieue parisienne, les transports, c'est la galère. Les bus, ils passent jamais. Voilà, un coup il passe pas et tout. Alors oui, j'ai le vélo. Et franchement, la voiture, ça me sauverait de ouf. Ne serait-ce que pour les courses, quand il fait chaud, quand c'est la canicule l'été, et que je dois aller faire mes courses au supermarché, il est à 20 minutes... il est à 25 minutes à pied, ou alors il est à un quart d'heure en bus, mais enfin moi je suis en... Non, il me faut une voiture. Pourquoi je me justifie? J'ai toujours besoin de me justifier, c'est un truc de ouf. Et donc, ouais, vraiment je vais... Il y a plusieurs domaines qui m'intéressent. Depuis très longtemps, hein, ça a toujours été ces domaines-là. Alors non, pendant un certain temps, je voulais être hôtesse de l'air. Parce que les aéroports, les avions, j'adore. Mais les écoles pour être hôtesse de l'air, c'est hors de prix. C'est hors de prix, donc c'est impossible, j'ai pas du tout les moyens. Sauf si je fais un prêt, mais j'ai pas du tout envie d'être sous crédit. En fait, je préfère avoir un crédit pour ma voiture, tu vois. Quitte à choisir. Puis non, moi j'ai besoin, ok, il y a ma lune en gémeaux qui fait que j'ai besoin de stimulation, mais j'ai quand même beaucoup besoin de ma zone de confort. Et je pourrais pas, j'adore voyager, hein. Mais là, c'est tout le temps. T'as pas de repos, t'as pas de vie de famille, t'as rien du tout. Enfin, c'est très compliqué. Non, c'est trop stimulant pour moi, pour le coup. Il y a 4 domaines, ou 3, je sais plus, je suis nulle en maths, qui ressortent. Moi, c'est les animaux. Vraiment les animaux. Le social, les métiers dans le social. Ah bah non, il y en a 3 alors. Il y a les animaux, les métiers dans le social et les métiers dans l'humanitaire. Alors dans l'humanitaire, c'est le seul où je me suis pas du tout renseignée encore, je sais pas ce qu'il y a comme métier. Je sais que ça existe le bénévolat, je sais que moi je rêverais de... Alors il faut avoir du sang-froid. Est-ce que j'en suis capable? Je ne sais pas. Mais
J'aimerais beaucoup par exemple travailler dans des orphelinats. En fait vraiment travailler dans la protection de l'enfance. Et je le sens que c'est lié à mon histoire en fait. J'ai envie de protéger les enfants, d'apporter à des enfants ce que moi j'ai pas eu. J'ai vraiment senti, et ça fait partie de ma mission de vie avec mon thème astral, c'est que moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de faire un métier qui a du sens pour moi et où je laisse une trace dans ce monde, où vraiment je fais pas un métier, je donne ma mère un exemple, expert comptable ou comptable, je crois qu'elle est juste comptable, où vraiment tu laisses pas de traces, t'aides personne, où ça n'a pas vraiment de valeur humanitaire, je sais pas comment dire. Moi j'ai vraiment besoin de faire un métier qui a du sens, vraiment, qui est lié à l'autre et vraiment où je laisse une trace. Et donc dans les métiers des animaux, il n'y en a pas énormément. Parce que moi les chiens, je m'y connais absolument pas en chien. Alors si, j'ai été pet-sitter pendant un certain temps. Il y avait une dame qui m'avait embauchée en tant que pet-sitter pendant 2 ans. Ou 1 an, je sais plus, où je gardais enfin je m'occupais, j'allais chez elle et je m'occupais, j'allais 3 fois par jour chez elle à la Garenne-Colombe et je m'occupais d'un bulldog, il était trop mignon. Mais sinon j'y connais rien aux chiens, j'ai jamais grandi avec des chiens, donc quand je vois éducateur canin et tout, j'y connais rien aux chiens et j'ai pas spécialement de sensibilité envers les chiens. Moi c'est les chats, mais j'ai cette sensibilité avec les chats parce que j'ai grandi avec des chats. Et que moi c'est mon chat qui m'a sauvé la vie. Chouchou, s'il n'avait pas été là, je me serais suicidée depuis bien longtemps. Enfin, j'ai fait des tentatives déjà par le passé. Enfin, c'était plus des appels au secours. C'était pas quand t'as vraiment envie de mourir, tu te donnes les moyens. Moi, c'était plus des appels au secours pour qu'on voit que je suis en détresse et qu'on me vienne en aide. Et ce chat, il m'a sauvé la vie. Il m'a appris ce que c'était que l'amour sain. Vraiment, l'amour vrai. L'innocence, il était toujours là pour moi. Enfin bref, j'avais une relation très spéciale avec eux, hein. Même ma mère, mes frères et sœurs, ils étaient tous jaloux. Parce qu'ils faisaient des trucs à moi qu'ils ne faisaient pas aux autres, genre ils me sautaient dans les bras. Ils le faisaient qu'avec moi, ils me sautaient dans les bras. Alors là maintenant que je suis partie de la maison, quand j'étais encore en contact avec ma mère et tout, il le faisait avec mon frère. Maintenant il le fait avec mon frère, il saute dans les bras de mon frère, mais ce qui m'étonne pas parce que je pense que les animaux ils sentent quand on est des personnes en souffrance qui avons de lourds traumas et tout, je pense qu'ils le sentent et ils sont naturellement attirés par ça. Et ça m'étonne pas que mon chat, enfin Chouchou, ait développé une relation particulière avec mon frère une fois que je suis partie. Ça m'étonne pas, parce qu'il a senti que mon frère en avait besoin. Et d'ailleurs, j'étais très heureuse pour lui en apprenant que mon chat faisait avec moi ce qu'il fait avec lui maintenant. Et donc avec les chiens, non, c'est pas mon truc. Moi, ce que je rêverais, si j'avais de la thune, c'est ouvrir mon propre refuge, mon propre sanctuaire plutôt, parce que moi, je veux surtout pas avoir des animaux en cage. Moi, ce serait plutôt acheter des terres. Si j'étais riche, ce serait mon rêve. Acheter des terres et vraiment mettre dedans tous les animaux que je peux sauver de l'abattoir. Des animaux errants, des animaux maltraitants, mais que ce soit des vaches, des chevaux, enfin tout type d'animaux en fait. Ça, ce serait mon plus grand rêve, vraiment. Mais surtout pas de cage en fait, parce que quand je vois les refuges, les animaux ils sont en cage et moi ça me tue. En fait, ça me tue. Ça me tue de les voir en cage. Donc ça serait mon plus grand rêve. Si j'avais la thune, vraiment d'acheter des terres et de créer une association en fait, parce que pour pouvoir subvenir aux besoins de ces animaux, il me faudra des dons. Mais là, ça j'aimerais beaucoup si j'étais riche, putain. C'est vraiment un projet qui me serait particulièrement à cœur. Je sais que mon pote John, il a le même rêve. Donc en vrai, on pourrait essayer de faire un truc tous les deux en vrai. Mais ça demande beaucoup de taf et tout. Enfin, c'est compliqué. Peut-être plus tard, un jour, Inch'Allah, comme on dit. Non, sinon, j'aimerais beaucoup taffer dans un refuge en fait. J'ai contacté des associations pour être bénévole dans des refuges. Pour chats surtout. Parce que moi, ma sensibilité, c'est vraiment les chats. Il y a les chevaux aussi, mais c'est surtout les chats. Et
Mais en fait, je sais pas, d'habitude, ils recherchent des bénévoles, mais je pense que là, ils ont dû faire tellement de pression sur les gens et tout qu'ils ont pas de place en fait, ils ont assez de bénévoles. Donc ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient, ceux que j'ai appelés, quand ils auront besoin d'un bénévole, mais que là, ils n'ont pas besoin. Et j'aimerais beaucoup travailler dans un refuge, mais pas à l'accueil ou quoi. Moi, je veux vraiment être au contact des animaux. Vraiment. Je veux vraiment subvenir à leurs besoins. Je veux pas travailler secrétaire dans un refuge. Après, bon, écoute, s'il y a que ça, au moins je pourrais aller faire coucou aux animaux de temps en temps, quoi. Et moi, je veux vraiment être au contact des animaux. Sinon, il y a les métiers avec les chevaux, parce que j'ai fait de l'équitation pendant 8 ans. J'adore les chevaux. Je pensais à palefrenier, parce que je vois pas ce qu'il y a d'autres moniteurs d'équitation, non, c'est mort. C'est mort, j'ai que mon galop 4 en plus. Sinon, il y a quoi? Il y a équitologue, un truc comme ça, équithérapie, je sais pas quoi. Je me dis, ça peut peut-être m'intéresser, l'équithérapie, la thérapie par les chevaux, là. La médiation animale, ça peut peut-être m'intéresser aussi. Aller dans des EHPAD, par exemple, auprès de personnes âgées avec un animal et faire de la médiation animale avec eux, par exemple. Ça pourrait me plaire. D'ailleurs, il faut que je le note. J'avais pas pensé à ce métier, ça vient de m'arriver. Je sais même pas si c'est un métier en vrai. Mais ouais, vraiment, les animaux, c'est mon premier truc, mais surtout les chats et les chevaux, quoi. Sinon, c'est dans le social. Là, le fait d'être hospitalisée, en fait, j'avais déjà ces idées de métier en tête, c'est-à-dire que j'ai jamais dit que ces métiers-là m'intéressaient et tout ouvertement, mais j'ai toujours ressenti un truc pour ces métiers-là. Et là, le fait d'être hospitalisée et de voir des infirmières et aides-soignantes travailler au quotidien, justement, je leur en parle de ça, en fait, ça me donne envie. J'ai envie de faire des stages d'immersion. C'est pour ça que je veux contacter Cap Emploi avec mon assistante sociale, parce que j'aimerais bien faire des stages d'immersion. Parce que les métiers d'infirmière et d'aide-soignante m'intéressent beaucoup. Notamment les métiers d'infirmière puéricultrice, donc d'infirmière auprès des bébés. Alors je sais qu'il faut avoir du sang-froid parce qu'il peut y avoir des décès et ça je sais pas comment je peux le gérer. Que je suis très sensible par rapport aux enfants. En fait ça me ramène à moi en fait. Donc mais ça m'intéresse énormément. Quand je dis dans le social en fait c'est vraiment des métiers avec les enfants. Pas les ados ou quoi, vraiment avec les enfants. J'ai pensé aussi, mais il y a beaucoup de manque de confiance en moi. Je me dis, je vais pas y arriver et tout. Moi, m'occuper de quelqu'un, comment je pourrais le faire? J'ai beaucoup de manque de confiance en moi, mais je sais qu'il y a éducateur de jeunes enfants aussi qui m'intéresse. J'ai parlé avec l'assistante sociale aussi d'ici, qui m'a parlé qu'il y a des assistantes sociales qui existent dans la protection de l'enfance, qui s'occupent des enfants qui doivent être placés, etc. Ça m'intéresse beaucoup aussi. Après, il y a quoi? Il y a moniteur spécialisé. Mais en vrai, moi, ce qui m'intéresserait surtout, il y a auxiliaire puéricultrice. En fait, moi, ce que j'aimerais beaucoup, et il y a eu une époque où j'ai voulu m'inscrire au CNED pour faire un CAP petite enfance. En fait, ça m'intéresse de ouf. C'est vraiment travailler avec les bébés ou les petits enfants, vraiment, assistante maternelle, par exemple. Auxiliaire puéricultrice, sage-femme, ça m'intéresse pas. Mais vraiment, ouais, m'occuper... Je pense que ça vient d'un besoin de réparation à l'intérieur de moi. De toute façon, on choisit jamais un métier comme ça. Souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui fait qu'on est attiré par ce métier-là. Et moi, j'ai un besoin de... En fait, j'ai jamais été protégée. J'ai jamais reçu ce dont j'aurais dû recevoir, de l'amour sain. Et en fait, j'ai envie de le donner. J'ai envie de le donner aux bébés, j'ai envie de le donner aux petits-enfants. Parce que moi, j'ai pas eu le droit et j'ai envie de leur donner ce droit-là, en fait, ce droit légitime que j'aurais dû avoir. Et donc, ouais, les métiers dans la petite enfance, ça me plaît vraiment. Moi, le métier d'infirmière me plaît pas mal. Après, il y a un concours qui est archi sélectif. Donc, c'est ça le problème. Mais je parle beaucoup tout à l'heure, j'ai parlé avec une aide-soignante ici qui m'a parlé de son métier du coup. Aide-soignante, ça pourrait me plaire aussi, mais plutôt en psychiatrie. Ou alors
Je sais pas si ça existe d'être soignant dans des foyers de jeunes enfants, des choses comme ça. Enfin, ouais, faut que je me renseigne. C'est pour ça que je vais aller au CIO aussi, pas seulement à Capri. Parce que je voudrais vraiment me renseigner sur la formation de CAP Petite Enfance. Je voulais déjà le faire il y a quelques années. Donc c'est pas impulsif, c'est juste que avec mon TDAH, mes difficultés d'attention, et en plus il n'y a pas que ça, c'est que c'est des gosses. Je vivais dans un environnement traumatisant. Du coup en fait j'étais en mode survie, j'avais pas l'énergie aussi pour taffer. En plus de grandir dans cet environnement traumatisant, je vivais de l'harcèlement scolaire à l'école pendant des années. Donc en fait j'ai jamais eu de lieu refuge pour moi en fait. N'importe où j'allais, j'étais traumatisée. C'est d'ailleurs pour ça, quand je séchais les cours au collège et au lycée, et que du coup c'est là où je disais que ma mère me traitait de menteuse, parce qu'en fait je disais pas que je séchais les cours en fait. Et ben en fait je séchais les cours déjà à cause de l'harcèlement scolaire, à cause de ma phobie sociale qui s'était développée. Et en fait ce que je faisais, c'est que j'avais trouvé un lieu refuge. C'était là où je faisais de l'équitation au Haras de Jardier. Et en fait au lieu d'aller en cours, et ben je passais mes journées là-bas. Je rentrais pas chez moi. Enfin, il y a des fois où oui, je rentrais chez moi parce que je partais pas de chez moi parce que j'avais de grandes difficultés à me réveiller le matin. Mais sinon, la plupart du temps, quand je séchais les cours, j'allais dans mon lieu de refuge. C'est le seul lieu où je respirais, où je me sentais en sécurité. C'était vraiment le Haras de Jardier. Et quand je vous dis que je passais mes journées, je regardais les cours. Je regardais les cours et je m'ennuyais pas du tout. C'était vraiment mon repère de sécurité. Et ça, ma mère l'a jamais compris en fait. Elle a préféré direct acter sur le fait que je suis une menteuse en fait. En fait, ma mère c'est ça. En fait, elle se concentre sur les symptômes mais pas sur les causes. Ça a toujours été ça. Son problème, c'est comme par rapport à mon frère. En fait, mon frère, il arrive à rien faire. Il a 5 ans de moins que moi, donc il a 29, 28, 27, 26, 25. Il a 24 ans. Il arrive à rien faire, il travaille pas, il n'a pas eu son bac et tout. Et en fait, elle lui met une pression de malade. Parfois, elle lui parle hyper mal, zéro empathie. Et elle est très focalisée sur elle, son argent à elle. En fait, en mode putain, je vais pas pouvoir. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut qu'il se casse de la maison. C'est pas possible, je peux pas tout payer, patati patata. Et je trouve ça tellement égoïste dans le sens où en fait, elle se concentre que sur les symptômes. Alors que. En fait, si mon frère il est comme ça, c'est un peu à cause de toi, tu vois. Et ce serait important qu'elle reconnaisse sa responsabilité et qu'elle montre un peu d'empathie en fait et qu'elle arrête de mettre la pression à mon frère. Parce que mon frère, moi je pense qu'il a mal été diagnostiqué. Il était diagnostiqué très jeune avec un trouble oppositionnel de provocation et un TDAH. TDAH, je pense que c'est un vrai diagnostic parce qu'il a été très hyperactif et que la Ritaline a marché sur lui. Mais le trouble oppositionnel avec provocation, je suis pas sûre. Moi, je pense que mon frère, c'était surtout des réactions traumatiques. Je pense qu'il a un stress post-traumatique complexe comme moi. Quand il était petit, il disait qu'il entendait des voix. Et je me demande s'il n'a pas un trouble dissociatif aussi, du coup. Et ça, ma mère, elle le comprend pas, en fait. Je me rappellerai toujours... Quand ma mère, elle m'a demandé mon avis, elle m'a dit tu penses que ton frère, il aurait subi des abus sexuels aussi de la part de son père? Et je lui ai dit je sais pas, je peux pas savoir. Et elle m'a dit parce que là, son état, il m'inquiète, il faut rien à la maison et tout. Comme si en fait, il fallait qu'il ait vécu un abus sexuel pour justifier son comportement en fait. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à concevoir que toute la maltraitance physique et psychologique qu'il a vécue, c'est ça qui peut le tuer. Ma mère, elle est dans un déni, mais atroce. Pour elle, c'était pas vraiment de la maltraitance. Elle a pas conscience qu'on a vécu dans un environnement, mais digne d'un enfer, en fait, qui nous a détruits, mon frère et moi. Vraiment. Ça m'a choquée quand elle m'a dit ça. Elle vient de minimiser tout ce que mon frère a subi d'horrible, en fait. Ça m'a choquée. Mais elle reconnaîtra jamais sa responsabilité, jamais. Et parce que mon frère, s'il est comme ça, en fait, si ma mère nous avait protégés, on n'aurait pas été aussi détruits, en fait. Donc certes, mon père, c'est lui l'abuseur, mais pour moi, le complice, celui qui dit rien,
qui laisse passer les choses et tout, pour moi, il est tout aussi abuseur, en fait. Et limite, c'est pire. Parfois, la douleur de la non-protection est encore plus grand en termes de trauma que l'abuseur lui-même, en fait. Donc, j'ai envie de te dire, ma cocotte, si t'avais protégé tes gosses, on n'en serait pas à ce niveau-là, tu vois. Donc, c'est bien beau de dire à mon frère, patati patata, qu'il faut qu'il se bouge le cul parce que pour ta thune, hein, voilà, toujours ramener à soi, pour ta thune. Au bout d'un moment, voilà, remets-toi en question. C'était ton devoir de protéger tes gosses, tu les as pas protégés, donc forcément là ils ont des séquelles traumatiques. Donc en fait, c'est bien beau de. En fait, t'as rien foutu pour protéger tes gosses et tu t'attends à ce qu'ils aient une vie normale, à ce qu'ils soient fonctionnels à l'âge adulte, en fait. Mais en fait, c'est pas comme ça que la vie marche, ma cocotte, tu vois. Au bout d'un moment, il serait peut-être temps de se remettre en question. Voilà, là je sens que la part en colère, elle est là. Oh là 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 là. Ah ouais. Ouais, je sens qu'elle est là. Ouais, mais en vrai, je comprends sa colère. Avant, je détestais cette part en colère. Parce que quand je vivais chez ma mère, en fait, elle était toujours là, la part en colère. Elle était toujours là. Elle m'influençait tout le temps, donc en fait, j'étais toujours de mauvaise humeur. Je parlais mal à ma mère, j'étais toujours insolente et tout. Tout ce qu'elle me disait, ma mère, ça m'énervait. Et du coup, en fait, elle me cassait les couilles. Elle me cassait les couilles, cette part. Vraiment, je détestais. Mais en fait, j'ai fait un long travail thérapeutique sur elle avec ma psychologue. Et en fait, j'ai compris. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette part-là. En fait, j'ai compris. En fait, c'est une part en colère contre la mère parce qu'elle ne l'a pas protégée. Et c'est une colère tout à fait légitime qui n'excuse pas ses comportements abusifs dans le sens où elle était insolente quoi, envers la mère, quoi. Mais qui est légitime en fait parce qu'elle aurait dû être protégée. Donc voilà. Je sais même pas pourquoi j'ai vu la part en colère, elle a pris le dessus pendant un certain temps là. Je l'ai même pas vu arriver. Donc les métiers dans le social, ouais, infirmière, ça pourrait vraiment, infirmière puéricultrice, enfin vraiment, ouais, CAP petite enfance, il faut que je m'interroge là-dessus. En vrai, éducateur spé, ça m'intéresse pas de ouf. Enfin, en fait, c'est juste que j'ai pas confiance en moi du tout. Je me verrais plus aide-soignante, en tout cas commencer comme aide-soignante ou auxiliaire puéricultrice, un truc comme ça. Et peut-être plus tard, tenter, mais je me vois pas, voilà. Et après, il y a les métiers dans l'humanitaire. Mais je sais pas ce qu'il y a comme métier dans l'humanitaire. Moi, je sais que ça fait partie de mes rêves. Je vois souvent des gens qui partent en Afrique, en Inde, enfin dans des pays défavorisés où en fait ils vont aider à construire des écoles, des choses comme ça. Et j'aimerais beaucoup. J'aimerais aussi beaucoup, par exemple, m'occuper d'enfants dénutris dans les pays défavorisés. Et comme je l'ai dit, ouais, j'aimerais beaucoup aussi les orphelinats. Vraiment, déjà, si je le pouvais, j'aimerais beaucoup être famille d'accueil un jour. Si je peux pas avoir d'enfants, en fait, de moi-même, j'aimerais beaucoup être famille d'accueil. Ouais, j'aimerais beaucoup être famille d'accueil. Et en fait, voilà, c'est vraiment... J'ai besoin de faire un métier qui a du sens pour moi, où j'aide l'autre, mais en particulier les bébés et les petits-enfants. Voilà. Donc ça en dit long sur mes traumas, en fait. Ça en dit long sur mes traumas. Parce qu'en fait, c'est comme si je cherchais à me sauver. Moi, en fait. Je le sais. Mais j'ai envie de sauver des enfants, en fait. Parce que justement, j'ai envie de leur donner cette chance que j'ai pas eue. Enfin, ce droit, plutôt, que j'ai pas, ce devoir que je n'ai pas eu. Donc voilà, je me questionne. J'ai hâte de voir l'assistante sociale. Là, la psychologue de l'hôpital, elle m'a vue ce matin, là. Enfin, elle m'a vue. Elle est venue me voir pour me donner le rendez-vous. Je la vois vendredi après-midi. Le vendredi matin, j'ai rendez-vous en visio avec ma psychologue en libéral. Normalement, on n'a pas le droit. Mais j'ai besoin de ma psychologue qui est spécialisée dans mon trouble. Parce qu'ici, ils ne sont pas formés et j'ai besoin de ma psychologue spécialisée. Donc, je m'en bats les couilles, je le fais quand même. Mais vendredi soir, je vais être KO. Je vais être KO, mais du coup, voilà, je lui ai dit qu'il y a un truc sur lequel il faut qu'on travaille. Je lui ai pas dit quoi à la psychologue de l'hôpital.
Les vendredis, voilà, je vais travailler avec ma psychologue spécialisée, avec la psychologue de l'hôpital et avec la psychiatre. Je vais travailler sur la part terrifiée. Voilà, c'est décidé. Là, c'est mon objectif. Et le travail. C'est ouf parce que avant, pour moi, c'était que les AT en tête parce que je me sentais pas capable de travailler dans un milieu ordinaire. Et je sais pas, le fait d'être hospitalisée ici, en fait, je suis entourée de gens qui ne travaillent pas en ESAT, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un ESAT et qui travaillent dans le milieu ordinaire. Et ça me donne confiance en moi, je ne saurais pas comment l'expliquer. Parce que moi, dans ma résidence accueil, c'est que des personnes avec des troubles psychiques. Quasiment personne ne travaille, ou s'ils travaillent, c'est en ESAT. ESAT, c'est un établissement de santé par le travail pour des personnes en situation de handicap. Donc, tu es rémunéré, tout ça, enfin, tu es rémunéré que dalle. Tu as le complément AH, sinon tu gagnes que dalle. C'est vraiment pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire. Et là, je sais pas, ici, je me sens capable de tester. Du coup, j'aimerais bien faire des stages d'immersion dans plein de métiers. Infirmière, aide-soignant, enfin tous les métiers que j'ai cités en fait. J'aimerais bien faire des stages d'immersion. Ah oui, j'ai vu, dans les métiers des animaux, il y a agent animalier aussi. Je me rappelle plus ce que j'ai lu dans les trucs de taf. Et donc ouais, je suis à fond là-dessus. Donc vraiment l'hospitalisée. D'ailleurs, elle était contente, l'aide-soignante, ce matin, parce qu'elle m'a dit, en fait, je lui ai dit que je faisais des vidéos, parce qu'elle m'a demandé ce que je faisais, parce que je passe des heures sur ce banc. Et en fait, je lui ai dit, je fais des vidéos thérapeutiques. Et elle m'a demandé si je les postais quelque part. Et je lui ai dit, ouais, je les poste sur YouTube. Je lui ai bien expliqué que c'était à visée thérapeutique, que c'est pour travailler sur un truc en moi qui a honte de porter sa voix en public et tout, et que ça lui permet à ce truc-là de comprendre qu'en fait il est en sécurité, que je fais pas ça pour l'attention ou pour les vues, mais vraiment pour un travail vraiment thérapeutique sur moi, qui me demande beaucoup de... parce que normalement moi je cache, comme j'ai dit, je cache, donc c'est très difficile, mais je sens que ça m'aide énormément en fait. Je sens que ça m'aide énormément. La preuve, la vidéo où je pleurais dedans, en fait, elle est toujours pas supprimée. Enfin, je crois. À moins que, je sais pas, quelqu'un l'ait supprimée, mais je crois qu'elle est toujours en ligne. Je crois que j'ai vu tout à l'heure. Donc, c'est ça. En fait, c'est ça qui me fait tenir. C'est ça qui fait que, en fait, je suis en pleine réactivation traumatique à cause de mes parts. C'est-à-dire qu'il y a une situation à la résidence qui a redéclenché mon stress post-trauma. En fait, il était plus ou moins stabilisé. Et cette situation-là a redéclenché le stress post-trauma avec toutes les parts trauma. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, ce qui prouve en fait la dissociation, en fait, encore une fois. Parce que quand tu es dans un vrai stress trauma avec pas de trouble dissociatif, en fait, tu es en crise, t'as pas de projet, enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, je pense que je suis plutôt une part fonctionnelle, tu vois, qui veut vraiment, enfin, qui a des projets, et c'est pour ça que je tiens à la vie, quoi. Que je veux pas crever, que je veux me sauver, parce que j'ai trop de projets. Donc, voilà, je voulais faire cette vidéo pour vraiment parler un peu de mes projets, de taf et tout. Si jamais ceux qui regardent ma vidéo ont des idées de métiers dans le social, dans l'humanitaire surtout, parce que je ne me suis pas renseignée encore. Si vous connaissez des métiers dans l'humanitaire, ça pourrait m'intéresser. Des métiers dans les animaux aussi, ça pourrait m'intéresser. Alors surtout pas travailler dans les animaleries ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Mais... voilà, ça pourrait m'intéresser si vous avez des idées de métier qui vous viennent en tête. Ouais. Parce que sinon, de quoi est-ce que je peux parler Moi, je sais pas trop. Si, je pense que je vais arrêter le Seresta. Là, je vais voir la psychiatre et je vais lui demander à ce qu'on arrête le Seresta. Parce que c'est pas bon sur la durée. Les benzodiazépines, c'est très très mauvais pour la mémoire. Donc déjà que j'ai des problèmes de mémoire, alors si en plus j'ai ça, laisse tomber. Donc je vais demander à ce qu'on diminue la dose jusqu'à ce qu'on arrête complètement. J'espère juste que ça va pas refaire revenir la part de la femme de ménage là, qui a été réactivée par la femme de ménage. J'espère juste parce que là je respire depuis qu'elle est plus là, j'arrive à parler et tout. Enfin... Après je pense que ma psychiatre, encore une fois, y est pour beaucoup. Hein. Quand elle a demandé à ce que la part qui gère le quotidien prenne le relais, je pense que en fait c'est ce qui s'est passé. Je
pense que c'est ce qui s'est passé. Et mais même à travers mes vidéos, parce que je les regarde mes vidéos plusieurs fois, parce que c'est une vraie thérapie pour moi, je vois vraiment mes changements en fait. Je vois parfois que en fait sur le moment, j'ai pas conscientisé que j'avais switché ou que j'étais influencée, mais dans les vidéos je le vois. Déjà la dernière vidéo que j'ai faite où j'avais maîtresse, je crois que la part sociale elle était présente parce que je l'ai pas mal reconnue. J'avais pas la même voix en plus, enfin moi j'arrive à déceler parce que je me connais et même je remarque en fait des trucs très très subtils que je pense pas que ce soit visible de l'extérieur en fait, sauf si tu me connais très bien. C'est pour ça que ça m'aide beaucoup en fait, parce que ça m'aide à ce sentiment de déni, parce que ça a été très dur pour moi d'accepter le diagnostic de TDI hein. Ma psychiatre, quand elle a posé le diagnostic, je lui ai dit, je pense que vous vous êtes trompé, est-ce que vous êtes vraiment sûr que j'ai un TDI? Et elle me répond à chaque fois, oui, je vous assure, je suis formée à ça, je vous assure que vous avez un TDI. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. J'ai encore un peu cette part dans le déni, et en fait ces vidéos m'aident à atténuer ce déni, parce que je le vois, en fait. Je le vois, en fait. Moi en tout cas, en regardant mes vidéos, je le vois. Donc voilà. Je vais retourner à ma lecture parce que en fait la vidéo elle sera postée encore demain, parce qu'en fait je peux poster les vidéos que le soir parce que je sais pas, la nuit sûrement il n'y a personne sur son téléphone, donc le réseau marche mieux. La journée c'est une catastrophe pour poster une vidéo, c'est une cata, donc ça c'est chiant, mais faut aussi que je travaille sur la part qui remonte. Yamira, Ataya, enfin Sandrine qui m'a contactée justement pour me donner des astuces pour voilà. Et c'est vrai qu'il faudrait que je dresse une liste de tous les souvenirs que j'ai moi, et dès qu'une part refait surface et qu'elle me partage un souvenir, parce que ça arrive souvent ça aussi, bah, qu'elle pense à aller le noter dans les notes, pour qu'en fait je dresse toute une liste de souvenirs où je me rappelle que quand je parlais, bah, c'était synonyme d'être en danger. Où je me prenais des réponses en retour de négligence émotionnelle, d'abus psychologiques, d'abus physiques, etc. En fait, il faut que je dresse une liste pour m'aider justement à mieux comprendre cette part qui remonte, parce que malgré que je sais que cette part qui remonte, je pourrais la faire guérir uniquement par l'expérience, comme ce que je fais avec YouTube et les cours de chant en individuel. C'est important aussi, je pense, que je conscientise le pourquoi du comment, que tout ça vient, etc. Que vraiment j'ai une note écrite de tout ce qui a fait que il y a une part qui se sent honteuse de porter sa voix, etc. Parce que vraiment la part honteuse, ça va, je lutte un peu moins contre elle pour supprimer la vidéo où je pleure dedans. Je lutte un peu moins, mais ça a été dur hein, pour elle. Les gens allaient se foutre de sa gueule, allaient se dire mais putain elle fait pitié cette meuf, tout ça pour de l'attention, on pleure pas en public comme ça. Enfin, faut que j'essaye de conscientiser. Je sais que ma mère c'est le genre de personne, quand je pleurais, à me dire mais arrête de pleurer. Et je pense à mon avis que c'était le genre de personne aussi à dire des trucs du style arrête de pleurer sinon tu vas voir ce qui va t'arriver. Je la vois très bien dire ce genre de choses. Bien sûr elle, si je lui en parlais, elle me dirait mais non mais pas du tout, ça va pas. Mais non, je la vois très bien dire ce genre de choses. Donc puis la part en colère, hein, c'est marrant hein. Mais c'est là où je vois vraiment la dissociation. C'est que à chaque fois que j'étais en contact de ma mère, la part en colère elle était là. Depuis que je ne vois plus ma mère, la part en colère elle est quasiment jamais là, sauf quand je parle de la mère en bien, ou quand la dernière fois, là je me rappelle, où je l'ai sentie venir, où elle n'était pas d'accord quand j'ai dit que si j'étais riche j'offrirais à ma mère un appart ou une belle maison. Elle n'était pas d'accord. Depuis que je côtoie pas ma mère, elle est plus là. Je la sens plus. Et ça fait du bien. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Parce que du coup, en fait, dans ma famille, j'étais dépeinte comme la fille insolente envers sa mère, etc. Mais comme d'habitude, ma famille, en fait, ne voit que les symptômes et ne vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez.
pour eux, en fait, ils s'arrêtent à ce qu'ils voient et en fait, ils donnent une étiquette sur la personne. C'est une mauvaise personne, c'est une personne égoïste, patati patata. Et du coup, c'est ça qui a fait que ça a participé à une dégradation de l'image de moi. Parce qu'en fait, ma famille n'a jamais vu le vrai moi à l'intérieur. Ils se sont toujours uniquement concentrés sur les symptômes. Par exemple, le mensonge, comme je disais, en fait, je séchais les cours pour une bonne raison. Harcèlement scolaire, phobie sociale. Je séchais pas les cours comme ça. Je séchais les cours parce que j'avais la phobie sociale et j'en profitais pour aller fumer des joints pour m'anesthésier, tellement la douleur était horrible, le stress était horrible. Je me rappellerai toujours aussi une fois où ma grand-mère, putain, je suis choquée. Où vraiment, déjà c'est hyper dur pour moi de faire des appels téléphoniques. Il faudrait que je fasse une analyse dessus, mais je pense que j'ai pas accès aux souvenirs. Mais j'ai une peur bleue des appels téléphoniques. Je me sens pas du tout à l'aise, j'ai une peur bleue des appels téléphoniques. Et en plus de ça, le jour de l'anniversaire du corps, donc le 8 mai, c'est une date extrêmement compliquée pour moi. J'ai toujours des idées noires. Ça active des parts très 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 dépressives ce jour-là. Donc en fait, et en plus de ça, je déteste recevoir de l'attention. Rien que le fait de savoir qu'il y a une journée qui est en mon nom, en fait, ça me fait stresser de ouf. Généralement, je fais des cauchemars. Tout le temps. Et une année, en fait, donc il y avait ces deux déclencheurs. Le fait déjà qu'au téléphone, je déteste ça, ça me déclenche. C'est lié à des traumas, mais je sais pas quoi. Et que le jour de mon anniversaire, ça active des parts hyper dépressives. En plus de ça, une année, en fait, j'avais perdu un de mes chats 2 jours avant à peu près. Donc en fait, j'étais en plein deuil parce que moi, mes chats, pour moi, c'était toute ma vie, quoi. Je me suis forcée parce qu'en fait, elle me faisait culpabiliser de ne pas l'appeler. En fait, elle a pété un câble, en fait, parce que je voulais pas l'appeler. Je l'ai eu au téléphone, elle m'a traité d'une putain d'égoïste. Enfin, elle a pas dit le mot putain, mais que j'étais une égoïste. Que, comme c'était ma grand-mère, en fait, elle avait tous les droits. Que je devais l'appeler, en fait, pour qu'elle me souhaite mon anniversaire. Elle m'a aussi dit que c'était sûrement à cause de ma maladie. Parce qu'à cette époque-là, j'étais diagnostiquée trouble borderline, en fait. On n'avait pas encore... toutes les personnes avec un TDI ont d'abord été diagnostiquées à tort avec borderline. C'est un cliché type. Voilà. Et en fait, elle me disait, par rapport au chat, elle me disait que c'était pas normal, que ça m'atteigne autant, parce que j'ai souhaité garder les cendres de mes chats. J'ai les cendres de mes 2 chats dans mon appart. Et en fait, elle m'a dit que c'est à cause de ma maladie, que c'est bizarre, qu'on garde pas des cendres chez soi. Enfin, elle m'a totalement jugée, en fait. Elle m'a fait passer pour une folle en utilisant ma maladie. Moi, j'ai pas du tout réussi à me défendre. En fait, j'étais sous le cul, en fait. C'est-à-dire que là, elle se permettait de poser une étiquette sur moi, de me dire que je suis égoïste, alors que j'avais des motifs légitimes. Je viens de perdre un animal 2 jours avant. Peut-être que pour toi, cet animal représentait rien, mais pour moi, il représentait énormément, en fait. Et que, c'est ok. En fait, c'est ok. En plus de ça, moi, le jour de mon anniversaire, je déteste ça, ça déclenche des parts dépressives. Donc en fait, je suis en droit, c'est mon anniversaire, je suis en droit de demander à ce que tu m'envoies un message plutôt que de m'appeler. Et en plus de ça, je déteste les appels téléphoniques. Et pareil, en fait, je suis en droit de te dire pareil, de préférer que tu m'envoies des messages patati patata. Donc j'ai réussi à lui dire l'année d'après que en fait je voulais plus d'appels. Elle m'a dit que, elle m'a pas dit comme ça, hein, mais qu'en gros ça la saoulait, mais qu'elle avait pas son mot à dire, quoi. Enfin qu'elle a bien compris qu'elle aurait pas son mot à dire. Donc en fait ça me fait bien rire, en fait ma famille c'est ça, en fait c'est que de la projection. En fait ils projettent sur les autres ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est-à-dire que là elle projetait sur moi en me disant, en me cataloguant d'égoïste et de folle parce que je voulais garder les cendres. En fait c'était juste elle qui était purement égoïste. Et en fait ma mère à aucun moment elle m'a défendue, elle voulait absolument pas prendre parti. Elle comprenait pas mon état sur le moment. Et encore une fois, j'aurais eu besoin que ma mère prenne parti en fait et prenne ma défense, merde, parce que c'était totalement illégitime en fait. Je suis en droit, j'étais pas bien. Je suis en droit de refuser un appel en fait, même si c'est ma grand-mère en fait. Tu m'envoies un message, je suis en droit. J'avais des motifs légitimes encore une fois. Et t'as surtout pas à me faire passer pour une folle en utilisant ma maladie.
parce que je veux garder les cendres de mes animaux. Enfin, je vois pas le problème, il est où en fait? Toi, t'as bien enterré ton chat dans ton jardin. Elle est où la différence? Son chat, Galipette, je crois qu'il s'appelait, elle l'a enterré dans son jardin. Elle est où la différence? Il est chez toi aussi. Donc, elle est où la différence? Moi, des cendres humaines, ça, je pourrais jamais chez moi. Mais des cendres d'animaux, je vois pas où il est le problème. Moi, c'est 2 chats, surtout Chouchou, il m'a sauvé la vie. Ça n'a rien à voir avec ma maladie, en fait. C'est juste que, pour moi, la mort, c'est pas, hop, une personne meurt et hop, tu fuis cette personne, elle n'existe plus ou je sais pas quoi, en fait. Non, cette personne-là, cet être vivant, il a existé, en fait, il m'a sauvé la vie. Je vais pas le renier après sa mort, en fait. Je vois pas où il est le problème de garder ses cendres. Au contraire, moi ça me fait du bien, il m'a sauvé la vie, je peux faire ça pour lui en fait, le garder près de moi. Je vois pas où il est le problème, surtout que en fait je sais que les cendres elles sont chez moi mais j'y pense jamais. Enfin je vois pas où il est le problème donc j'ai pas du tout apprécié et ça a toujours été comme ça dans ma famille en fait. C'est cataloguer les gens par des étiquettes, dire tu es méchant, tu es mauvais, tu es agressif, etc. En se focalisant sur un comportement mais sans jamais s'interroger sur la cause de ce comportement-là. Ma grand-mère, par exemple, souvent elle m'a reparlé d'un souvenir, je devais avoir 11 ans à cet âge-là, un truc comme ça, où vraiment elle me dépeint, mais comme une hyper mauvaise personne, où elle me dit « Ah putain, qu'est-ce que t'étais affreuse ce jour-là » C'était un jour où j'étais chez mes grands-parents. Je me souviens plus de tout en détail, juste ce que je me rappelle, c'est que oui, en effet, j'étais insolente envers mes grands-parents, mais parce que j'en pouvais plus. En fait, ma grand-mère, elle se rend pas compte, mais elle est très intransigeante. Elle a un côté très intransigeant, surtout si on vit chez elle. Moi, j'avais avec mon TDAH, en fait, et parce que j'étais en mode survie, en fait, j'ai énormément de mal à faire le ménage. J'ai énormément de mal à faire mon lit, etc. Et en fait, je me rappelle, un jour, en fait, elle avait pété un plomb. Ce jour-là, en fait, je sais plus pourquoi, mais ça avait à voir avec le ménage et moi, c'était trop dur pour moi. Et au lieu d'essayer de me questionner, de se poser à côté de moi, comme le ferait une personne saine, et de communiquer, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est difficile pour moi, etc., en quoi est-ce qu'elle peut m'aider. En fait, non, elle m'a direct attaqué. Du coup, moi, je suis rentrée en mode attaque. Et donc, en fait, moi, je suis arrivée à bout. Donc, en fait, j'ai envoyé un message à ma mère. Parce que c'est ma mère, c'est normal, je voulais rentrer, donc c'est à elle que je dois demander. Donc, je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle pouvait venir me chercher. Elle a appelé, ma mère a appelé mes grands-parents. Ma grand-mère, après, elle m'a fait passer un savon. Mais vraiment, elle m'a fait passer pour la pire des personnes, la pire des crasses. Parce que j'avais osé, dans leur dos, contacter ma mère pour lui demander si elle pouvait venir me chercher. Mais en fait, il est où le problème là-dedans? C'est ma mère. Il est où le problème là-dedans? Je veux dire, c'est ma mère, c'est logique que je lui envoie un message en fait. Et en fait, depuis ce jour-là, elle m'a souvent reparlé de ce jour-là en me disant à quel point j'étais affreuse, etc. Et encore une fois, ça c'est le problème de ma famille. Ils te posent des étiquettes, ils se concentrent sur ce qu'ils voient, mais pas sur les causes en fait. Et pour eux, c'est toujours le problème de l'autre en fait. C'est jamais leur réaction à eux le problème. Jamais. Moi, ma mère, mais tu peux lui dire n'importe quoi, elle se met toujours en mode attaque. Le nombre de fois où mon frère a osé lui dire ces 4 vérités en face là. Alors certes, de pas la bonne manière forcément, parce que c'était en mode attaque aussi, mais qui lui faisait dire ces 4 vérités en face en fait, et elle le bombardait en retour de saloperies quoi. Enfin, c'est comme une fois, moi j'ai un problème, la part qui s'arrache les cheveux en fait, elle le fait pas comme ça par pur plaisir en fait, c'est parce que en fait pour survivre elle avait besoin de s'arracher les cheveux pour s'anesthésier. Et une fois ma mère elle m'a prise en flagrant délit en pleine crise d'arrachage de cheveux. À ce moment-là je savais pas que j'avais un TB, etc. Et en fait direct sa première phrase, c'est pas du tout de la compassion, c'est mais t'es débile ou quoi, mais arrête. Comment tu peux te construire? Comment tu peux te construire de manière saine, développer une estime de soi, une confiance en soi, une affirmation de soi, enfin bref, être quelqu'un de sain quand tu grandis dans un environnement avec des gens comme ça? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas... C'est pas possible. Et j'en ai des tas des exemples comme ça. De toute façon, ça sert à rien que je discute avec ma mère de tout ça parce qu'elle retournera toujours la situation. Pour elle, ce sera toujours moi le problème et jamais elle. Ou alors, en fait, il y aura toujours un... Oui, c'est vrai, mais il y aura toujours un mais, en fait. Jamais elle reconnaîtra pleinement ses responsabilités. Enfin bref.
La part en colère, elle est arrivée encore. Là, ça y est, je l'ai pas su venir. Je l'ai pas senti venir, putain. C'est ça que j'ai expliqué en fait quand je dis que je ressens pas les switches. Là, je vais re-regarder la vidéo. J'ai pas du tout senti le switch arriver. Elle est arrivée d'un coup. Parce que là, en fait, ça y est, j'ai repris le contrôle direct. Ah, ça m'énerve ça. J'ai l'impression d'être possédée. J'ai l'impression d'être folle, d'être bonne à internet. Mais voilà, tout ça pour dire que je sais même plus ce que je disais. J'ai l'impression d'être possédée, sa mère. C'est très perturbant. Je sais plus ce que je disais. Pourquoi je faisais cette vidéo déjà? Ah oui, pour le travail. Ok, pour le travail. Je sais plus ce que j'ai à dire. Pour le travail. Putain, cette vidéo, elle est partie en couille. Oh là 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 là. Elle est partie en cacahuète là. Ouais, donc à la base, en plus, cette vidéo, je voulais faire une vidéo de 10 minutes. Au final, 46 minutes, c'est génial. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, voilà, si vous avez des idées de métier, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus.